Home Cinéma, ce mois-ci, je reçois deux réalisateurs au parcours très différents, le Rwandais Joël Karekezi et la Française Julie Bertuccelli. Salut Joël. Oui, salut. Ça va? Joël Karekezi se définit lui-même comme un autodidacte, survivant du génocide de 1994 qui n'a pas épargné sa famille. Il se forme à la mise en scène et au cinéma en général par Internet, signe des temps, dans un pays en pleine reconstruction. Son film La Miséricorde de la jungle, à l'affiche depuis peu, nous plonge dans une jungle congolaise, toujours en proie aux violences de tous bords. En plongeant son équipe et le spectateur dans ce milieu hostile, Karekezi confronte ses personnages avec leur propre passé et surtout nous livre un vrai film de cinéma. Allez hop, Home Cinéma, c'est parti. Joël Karekezi, salut, vraiment, je suis ravi de t'avoir dans cette émission. Pour ton deuxième film, La Miséricorde de la jungle, qui a été présenté l'année dernière à Toronto, qui a fait grand bruit. C'est ta première mission. Ma première mission. Je vais te donner une autre mission. Je vais aller dormir là-bas. Quand ils se lèveront, tu me réveilleras. D'accord, monsieur. Lève-toi. Ils ne m'ont pas réveillé. On est perdu. On va entrer dans la jungle. Je dirais que c'est un voyage en Afrique. Mais un voyage qui questionne un peu la guerre en général. C'est un film antimilitariste, un film de paix et d'espoir. Moi, il peut faire si froid dans ce jungle. Et quand même en Afrique, non? Je dis comment Malaria? Je suis désolée, nous n'en avons pas. Descendez, vélo! Comment tu construis une histoire comme ça? En fait, parce que le film est bien sûr ancré dans une réalité qui est une réalité terrible, mais le film a une forme d'abstraction. Je voulais aller au-delà de la confrontation de nos deux pays, mais essayer d'aller dans la psychologie. Tu veux dire nos confrontations entre les deux pays, c'est Rwanda-Congo? Rwanda-Congo, Ouais. et j'ai discuté à beaucoup de militaires qui ont fait la guerre là-bas. Et il y a mon cousin qui m'a raconté son histoire, comment il s'était perdu dans la jungle avec son ami. La jungle aussi m'a parlé, parce que j'ai réalisé que je pouvais utiliser la jungle comme un personnage et travailler les scénarios et aller au-delà de la réalité. On ne peut pas traverser ce village. C'est bon pour moi. On ne peut pas rester sur la route. Ah non, non, on ne peut pas faire ça. On va entrer dans la jungle. La jungle? La fumée va nous aider à nous repérer. Quelle fumée? On n'attendrait pas la nuit et puis on suit la route? Tais-toi. Deux personnages perdus dans une jungle féroce, dans un conflit terrible, mais tu arrives non seulement à pointer du doigt tout ça, mais tu en fais un film de cinéma. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Et moi, j'aimerais savoir comment tu as construit ce film. Au début, c'était difficile parce que j'y croyais que ce soit la jungle, c'est des personnages, moi j'y croyais. Et trouver des producteurs, c'était pas facile. Mais au moment où j'ai trouvé des producteurs, j'ai un producteur belge et français, et j'ai arrivé à contacter Max Zinga, qui est un acteur belge vraiment qu'on connaît bien, qu'on a reçu ici et qu'on aime beaucoup, vraiment. Très talentueux. Il est moitié rwandais, moitié congolais. Il y a aussi Stéphane Bach qui est français. Et là, c'est une histoire qui le parle aussi. Donc comment est-ce que tu vas chercher un garçon comme Stéphane Bach, qui est un humoriste, qui est très talentueux, hein, mais comment est-ce que tu vas le chercher? Comment est-ce que tu le conditionnes à rentrer dans ce moule-là, en fait? En fait, il y a des choses. Son jet, c'était parfait. Mais aussi, c'était son premier voyage en Afrique. Comme vous avez vu, Faustin, c'est quelqu'un qui est son premier jour aussi dans l'armée. Et il était prêt vraiment à travailler dur pour même changer son accent. Ouais. Et Max Zinga, quand il a lu le scénario, il était prêt vraiment assez... Oui, mais en connaissant un petit peu Marc, je pense que c'est vraiment un scénario qui a dû vraiment profondément l'exciter. Et ce qui est bien, c'est qu'on discutait chaque jour, que ce soit au tournage et même avant le tournage, pour qu'on puisse vraiment comprendre que ce soit la situation de la région, mais aussi, moi, j'avais envie aussi qu'eux aussi ils apportent
Ils Leur apportent bagage, ouais, quelque chose. Paysan. C'est comme ça qu'on m'appelle. Avec cette allure, c'est difficile de deviner ce que tu es. Et vous, vous avez une femme? J'ai lu quand même que c'était une jungle très très particulière. Vous étiez vraiment allé dans le cœur de la jungle. C'était en Ouganda, c'est frontalier du Rwanda et du Congo. Et c'est 2000 mètres d'altitude. Et là, quand je faisais les repérages avec mon chef opérateur Joachim Philippe, qui est belge, il y a des moments où on devait marcher 3 heures pour arriver et sortir. C'était physique, mais aussi psychologiquement fatigant. Et ce que j'aime aussi, toute l'équipe, ils étaient motivés à continuer à avancer, Enfin, est-ce qu'il y avait la volonté de se perdre? Est-ce qu'il y avait une volonté pour toi de t'emmener toi dans tes limites, dans tes propres limites? Tout ce parcours de nos deux personnages qui se perdent dans la jungle et qui souffrent chaque seconde, c'est toute l'équipe, en fait, on faisait le même parcours, on souffrait avec eux. Et pour moi, je pense aussi que cette jungle, que ce soit pour les deux personnages, c'est une confrontation à eux-mêmes, comme c'est très dangereux, mais ça ouvre beaucoup de portes à leur délivrance des jeux. De ce côté-là, les Congolais, les Angolais, les Zimbabwéens. De l'autre côté, les Rwandais. J'avais toujours peur, sergent. Ne plus pouvoir distinguer l'innocent du coupable. Voilà ce qui me fait peur. En fait, comment ça t'est venu? À quel moment tu t'es dit je vais faire des films? En fait, avant, je faisais la biologie et la chimie à l'université, mais c'était trop théorique. Je n'aimais pas beaucoup. J'ai découvert une école de cinéma en ligne, là où j'ai appris la réalisation, mais c'est autodidacte. Et après... C'est-à-dire concrètement, une école de cinéma en ligne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'école de cinéma comme il peut y avoir en Belgique, par exemple? Il y a des écoles en ce moment, mais en ce moment-là, en 2008-2007, il n'y avait pas vraiment une école de cinéma. Et moi, quand j'ai découvert ça, c'était autodidacte. Et j'ai fait après une formation d'écriture, 3 semaines en Ouganda, Maïcha Film Lab. C'est une organisation créée par Mira Nair, qui est réalisatrice indienne. Ouais. C'est une organisation qui aide beaucoup de jeunes, que ce soit au Rwanda, Ouganda, Kenya. Même Lupita Nyong'o a passé de là-bas. Et j'ai fait mon premier court-métrage en 2009. Kubera yuko izo mbabazi nagiriwe n'icyaha cyari cyakozwe zifite uburemere bwinshi cyane kubera icyaha nari nakoze cyari indengakamere. Comme c'était un sujet dur, parce que c'est un long métrage sur le génocide contre le Tutsi au Rwanda, ouais. Mais j'essaie de questionner le pardon. Parce que moi aussi, comme rescapé du génocide, j'ai perdu mon père à 9 ans, qui a été tué pendant le génocide. À ce moment-là, j'avais envie de comprendre si on peut pardonner. Et si on pardonne, pourquoi. Et là, je fais ce film, court-métrage, mais je sentais que j'avais envie de faire un long-métrage. Et j'ai écrit le scénario du long-métrage. Welcome back home, Manzi. After 15 years in prison, we must celebrate. Et c'était un film avec peu de moyens, mais en ce moment-là, j'ai travaillé aussi sur la miséricorde de la jungle en écriture. Mais je savais que pour ce film, il fallait des moyens. Il fallait des moyens, oui. Parce qu'en fait, La Miséricorde, c'est un film qui est très simple. Enfin, le postulat est très ténu, en fait. Hein, mais tu le charges de chair. Pour la jungle, par exemple, j'avais envie que ça soit un personnage vivant. Ouais. Un personnage, c'est un antagoniste, protagoniste. C'est ce personnage qui va confronter les deux acteurs jusqu'au moment où ils vont faire des choix, de vie ou de mort.
Et là, c'était nécessaire qu'on précise quel style, comment on va filmer la jungle, comment on va filmer nos personnages. Et de l'autre côté, c'était un scénario, il y a beaucoup de scènes qui ont changé. Chaque jour, je réécrivais les scénarios. Mais ce qui est bien, c'est que quand on a un plan, ça te permet de continuer à avancer. Et avec, que ce soit les militaires qui nous protégeaient, tout ça, je faisais des recherches, j'ai discuté avec eux. Donc il y avait des militaires qui vous protégeaient pendant le tournage? Oui, en fait, c'est une jungle, c'est très dangereux. Il y a des éléphants, il y a des gorilles, La scène avec le gorille, par exemple, c'est un gorille de la jungle ou c'est un animalier qui est venu avec le gorille? Non, c'est gorille de la jungle. Mais quand on est allé tourner, moi aussi, c'était la première fois de rencontrer des gorilles. On avait quelques dialogues dans la scène. Il y a mes acteurs qui sont plantés là-bas. Au milieu des gorilles, on était entouré de 20 gorilles. Donc c'est des gorilles qui sont en liberté, qui sont dans leur élément naturel. En fait, oui, ils sont comme... C'est pas un animalier qui est venu avec des gorilles, tu vois, qui l'a dressé. Non, c'est... Incroyable. En fait, c'est une région touristique, il y a des gorilles qui reçoivent des touristes. Et là, les gorilles, tu ne peux pas même regarder directement dans les yeux. Il faut vraiment... parce que c'est lui qui contrôle. Il ne faut pas les confronter visuellement. Et là, même mon chef opérateur, il filmait, moi, on avait peur tous. mais je pense aussi, les gorilles aussi, ils ont réalisé peut-être il faut faire quelque chose. Il y a une histoire à raconter. Et ils ont commencé à réagir, à jouer pour nous. Est-ce que tu as l'impression d'avoir touché des limites sur ce film? Est-ce que tu t'es dit à un moment donné, je vais trop loin, je suis à la limite du danger? Pour ce film, comme c'est dans la jungle, c'est la nature, tout ça. Chaque scène était dangereuse aussi. Vous êtes combien pour faire ce film, par exemple? Vous êtes une vingtaine, une trentaine, une quarantaine? Vous êtes combien? Dans la jungle, comme on avait essayé d'être petite équipe, mais ça allait dans les trentaines, 40, parce qu'on devait porter tout. C'est ça, avec donc nous. vraiment, c'est à l'ancienne, quoi. Donc on porte les trucs, on avance dans la jungle et on suit le parcours des personnages. Et on y va dans la jungle, c'était 30-40. Et c'est incroyable. il y a des scènes du village, tout ça. Là, on allait au-delà de 100 personnes. Tourner en Ouganda, c'est parce que c'est impossible de tourner au Sud-Kivu. Oui, en fait. C'est impossible. C'est trop dangereux. C'est dangereux parce que, comme vous avez vu dans le film, il y a toujours des milices qui se créent chaque jour, des rebelles qui se créent. Et c'est très dangereux. Je disais, c'est dangereux de tourner dans la jungle, mais aussi c'est très, très dangereux de tourner dans une zone où il y a les guerres. C'est maman! Tu veux rester un cinéaste rwandais, vivant là-bas, qui parle de ce qui t'entoure, de ton pays, de ton continent? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, bah, moi, je peux tout à fait faire des films en France, aux États-Unis, un peu partout? Parce que j'imagine que après La Miséricorde de la jungle, présenté à Toronto, tu as dû être approché par les Américains, tu as dû être approché par beaucoup de monde. De mon côté, je travaille, parce que j'attends pas que les gens me contactent avec les histoires. Ouais. S'il vient, je suis prêt à travailler. Mais de l'autre côté, je travaille sur mes projets qui me parlent aussi. Et je continue aussi à trouver tous les moyens possibles pour que je puisse raconter ces histoires. Je te souhaite vraiment le meilleur. Meilleur au film, meilleur à toi. Merci beaucoup. Curieux, très, très, très impatient de voir ton prochain film. Vraiment. Merci beaucoup. My mother wears a burqa, my father does it too. I have to wear a burqa, the burqa is blue. Sonaira, baisse la musique, on t'entend du dehors. Tu vas nous aider. Désolée, Nastaran. Merci. Comment ce projet vous est arrivé, en fait? Bah, il m'est arrivé tout cuit. Enfin, une partie toute cuite. Après, c'était pas si cuit que ça. Il a fallu que je m'y remette à le recuire encore. Ouais. Mais il m'est arrivé sous forme de scénar d'un jeune producteur. Qui avait écrit le scénario? Sébastien Tavel, ouais. Qui avait fait une adaptation
du roman en vue d'un éventuel film dit live. Mais le producteur Florent Monestier m'a apporté ce truc en disant « ça vous dirait de faire un film d'animation ?» Bah moi, j'ai dit oui. J'aimerais te enseigner, mais je ne peux pas le faire à l'école coranique. Mais tu sais qu'il y a une autre école, une école secrète, où l'on arrive à apprendre aux enfants la littérature, l'art, l'histoire, la vraie. On a besoin de gens courageux et cultivés comme toi. J'aime bien la nouveauté, je suis curieuse, j'adore l'animation. Mais excusez-moi de vous interrompre, hein, Zabou, mais déjà... mais non, ça va pas être possible. Votre dernier film, votre avant-dernier film, Nous et moi, la fin est déjà un peu en animation. Merci de l'avoir remarqué. Voilà. Et il n'y a personne qui me l'a dit, ça. C'est très amusant que vous ayez dit ça, parce que précisément, ça a toujours été un truc qui me fascine et qui me plaît énormément. Or, il se trouve en plus que c'est aussi une animation extrêmement traditionnelle. 2D, avec des petites couches comme ça. Oh là là, j'étouffe là-dessous. Attends, je vais t'aider. Oh, vous riez pas, c'est interdit, stop! Chut, tu vas aller à la mosquée écouter le prêche du Mollah Bachir. Ça te remettra les idées en place. Je dois amener mon épouse chez ses parents. Donc quand il me propose ça, le fameux Florent Monestier, je suis hyper contente. Pourquoi il vient vous voir Alors, un truc, c'est quand même, je suis une femme. Ils voulaient que ça soit réalisé par une femme. Donc ils avaient pensé à moi en tant que réalisatrice de films, voilà, live. Et ensuite, ils se sont dit, mais elle peut aussi réaliser si elle travaille avec un ou une graphiste. Et la première chose que j'ai dit d'accord, à condition que l'on le fasse à ma manière. Parce que les films d'animation, pour avoir fait des voix, je trouve qu'il y a un problème sur les personnages. Là, il s'agissait de personnages... oui, grave. Grave et intime et fort. Il fallait que ce soit un peu plus que juste jouer comme ça à la barre. Il fallait un peu plus d'engagement. Qu'est-ce que tu as? On m'a amené une nouvelle prisonnière. Et alors? Et alors? Aujourd'hui, la nouvelle prisonnière a ôté son chadré. Devant moi. Tu lui as parlé? Non. C'était d'abord comment on va le fabriquer. On va prendre les comédiens d'abord, on va enregistrer le son. Ça a été la première chose. Ensuite, tout le monde a dit c'est d'accord. Ensuite, tout le monde a dit ok, bon, on trouve le dessin. Donc, on a cherché, ils m'ont proposé des gens. J'ai dit non. Je voulais un jeu, voilà, en chair et en os pour un film dessiné. En revanche, je voulais pas un film hyper réaliste avec du vrai truc. Ça m'intéressait pas du tout. Je me suis dit, c'est là qu'il faut prendre de la distance. C'est là, l'abstraction, c'est là qu'il faut qu'elle soit. Donc, il fallait une distance sur le dessin. Alors, ils ont fait un appel d'offres et avec, voilà, ils ont proposé à plusieurs graphistes. On avait demandé des personnages, des vues de Kaboul et un petit peu de freestyle. Qu'est-ce que vous voulez, voilà. Et d'ailleurs, c'est sur un truc de freestyle, hein, entre autres, que j'ai adoré ce qu'avait fait Eléa. Elle a fait un travail très fort d'aquarelle, donc une évocation. J'aimais bien l'évocation de la ville, on sentait tout, la poussière. Elle a fait un truc que j'adore, c'est qu'elle a surexposé l'image, et je trouvais ça très beau de le faire en dessin, c'est-à-dire de rendre l'imperfection d'une image et de la décider. Oui, c'est presque impressionniste, en fait. Ouais. Exactement. Et tout n'est pas dessiné, il y a des traits qu'on voit même plus au bout. C'est pas grave. Oh, ça, déjà, ça m'a beaucoup plu. C'est-à-dire échapper à une espèce d'image orientale, lointaine. Fallait remettre du concret et du politique aussi. Est-ce que tu sais quelque chose de la femme qu'on a emmenée? C'est un couple sans problème, gentil. C'est fichu. Les talibans nous détruisent. Pourquoi tu t'intéresses autant à la prisonnière? Je te préviens, la cérémonie est très attendue. C'est la seule femme programmée, alors tu fais ce qu'on te dit. Ils te tueront, Sonaira. Ne sommes-nous pas tous déjà morts depuis longtemps? Est-ce que tu penses qu'on entendra de nouveau la musique à Kaboul? C'est Julie. Bonjour. Enchantée. Depuis toujours, Julie Bertuccelli alterne films de cinéma et documentaire. En 2004, son premier long-métrage de fiction, Depuis Cotard est parti, lui vaut le César du meilleur premier film. Mais c'est L'Arbre, tourné en Australie, où elle met en scène Charlotte Gainsbourg, qui lui offre le plus de visibilité en étant sélectionnée à Cannes 4 ans plus tard. Aujourd'hui, celle qui fut l'assistante de grands noms du cinéma dans les années 90 met en scène Catherine Deneuve dans La dernière folie de Claire Darling. Comment a-t-elle choisi celle qui incarne la fille de la comédienne et plus encore celle qui interprète la grande Catherine dans ses jeunes années? Allez hop, Home Cinéma, ça continue.
Julie Bertuccelli, je suis très content de te recevoir dans cette émission pour ton 3e et dernier long métrage. Vous vendez quoi au juste? Tout. Je vends tout. Mais pourquoi vous vendez tout? Mais parce que, mon petit, parce que... Combien pour ce bureau? 20 €. Mon arrière-grand-père l'avait acheté en 1920 au baron de Malvet. C'est une adaptation de roman, je sais, mais de quoi parle le film? C'est l'histoire simplement d'une femme d'un certain âge qui pense que c'est son dernier jour, qui arrive le lendemain. Enfin, elle va vivre son dernier jour de sa vie. Et pensant ça, elle va se libérer de tous les objets et les meubles qui l'ont remplie, qui l'ont accompagnée toute sa vie dans une assez belle maison, mais où elle vit seule, un peu, ils ont délabré, un peu voilà, sur la fin. Vous allez bien, Madame Darling? Non, mais c'est gentil de demander. C'est ma grand-mère. Maman? Mais qu'est-ce que tu fais, là? Pourquoi t'as tout sorti? C'est mon dernier jour. Ton dernier jour de quoi? De ma vie, ma chérie. De ma vie. Qu'est-ce qui t'a accroché dans ce livre? Qu'est-ce qui a été immédiat et fulgurant pour toi dans ce roman? Je crois d'abord qu'il y a eu un truc très personnel, fort, parce que je crois qu'il y avait beaucoup de choses en commun avec ma vie, avec ma famille, avec cette folie des objets, cette collectionnite aiguë que je connais bien et qu'on a beaucoup autour de moi. Il faut absolument que tu l'arrêtes. Cette maison, c'est une œuvre. Je veux pas de sa maison. Je veux rien d'elle, merde! Tu l'aimais plus? Ta bague? Ah, touche pas à ça. Je croyais qu'elle était pour moi. Et là, je me disais que j'avais envie que les personnages se voient eux-mêmes dans le passé, mais parce que pour moi, les souvenirs naissent souvent dans des lieux, devant des objets, devant des choses qui font qu'on se projette et que presque les autres, ou soi-même dans le passé, devient l'ordre du fantôme. Donc ça déjà, il y avait tout un travail... oui, ça m'a inquiété. Sur le tournage, j'imagine que c'est une prise de risque quand même, jouer avec ces codes-là, sur le présent, le passé, le futur, c'est quand même très... Oui, déjà, avant le tournage, le casting n'était pas simple, parce qu'il fallait d'ailleurs, en plus quand j'ai eu la chance que Catherine Deneuve accepte, il fallait trouver Catherine Deneuve jeune, ce qui est pas simple quand c'est une icône comme ça qu'on connaît évidemment à tous les âges de sa vie et d'autant plus à 30-40 ans. Donc déjà, il y avait tout ce rapport à tous les acteurs qu'il fallait trouver, à plus jeunes et parfois même enfants. Donc j'avais quand même envie qu'il y ait une ressemblance physique importante, mais pas que, ça peut pas non plus être... Évidemment, en plus, il faut... C'est très réussi, ça. Alice Taglioni fait bien le bout. Mais est-ce que tu t'es pas dit à un moment donné, Chiara Mastroianni, qui joue la fille, donc la fille de Catherine Deneuve dans le film, mais qui est forcément la fille dans la vie... Qu'elle jouait le jeune, non, parce qu'elle lui ressemble tellement pas à sa mère que ce serait pas... C'est un peu c'est le doublon de son père, quoi. Donc je pense que ça n'aurait pas marché, ou alors ça aurait été, oui, pour le coup, une idée. Faut que je bouge. J'en peux plus, moi, d'être ici. Le vide-grenier est officiellement fermé, alors vous dégagez, s'il vous plaît, monsieur vous posez ça. Allô? Heureusement que t'es là pour me dire quand je débloque. Tu vas pas faire de bêtises? Si j'avais dû faire une bêtise, je l'aurais fait il y a longtemps. Elle te parle de moi, parfois? Pas beaucoup. Bah, dis-moi comment tu vas? Tu vas bien? Est-ce que je suis grand-mère? Le personnage de Deneuve est un personnage qui est fissuré complètement, qui est incapable... elle aime ses objets, mais elle est incapable d'aimer sa fille. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, moi, déjà dans mes documentaires, mais encore plus en fiction. C'est des personnages qui essaient de transcender leur drame, quoi. Aussi les épreuves qu'ils ont vécues, que ce soit dans L'Arbre, avec le deuil d'un père, ou dans Depuis Cotard est parti, avec aussi la mort d'un homme qui fait qu'on doit cacher à sa grand-mère le fait que l'oncle est mort, et du coup on commence à écrire et à devenir écrivain, en fait, à développer son imaginaire. La jeune fille aussi dans L'Arbre, pensant en fait, peut-être que son père est réincarné dans cet arbre, vit son deuil en chemin de traverse à sa manière, et du coup développe un imaginaire fort. J'aime bien ce fait que ça nous pousse, en fait, ces drames aussi nous poussent plus loin. Peut-être est-ce le moment, avec le temps qui passe, on éprouve souvent le besoin de faire un ménage intérieur. Oh non, je vous en prie, non. Regardez votre petit laïus pour vos petites vieilles. Tu es fille de cinéaste, bien sûr. Tu as été assistante, tu as travaillé avec Tavernier, Kieslowski, enfin, j'en passe. Tu as travaillé avec des gens très, très exigeants. Est-ce que c'est aussi, ça t'a nourri forcément tout ça dans ton cinéma? J'ai eu vachement de chance parce que j'ai commencé effectivement comme assistante et petit à petit aussi parce que je parlais russe, par comme ça des affinités diverses et variées. Je suis arrivée à travailler avec Kieslowski qui était un de mes maîtres absolus.
avec Pendant sa Ottario période, Celiani. C'est pour le Période dernier, française. la période française, c'est le dernier film, là, le trilogie, Blanc-Rouge, trilogie. Avec Ottario Celiani aussi, qui est un réalisateur géorgien que je découvrais en même temps que je le rencontrais d'ailleurs, et où je me suis sentie une affinité, mais comme je sais pas, c'est comme si j'avais connu depuis toujours. Avec Bertrand Tavernier, avec Emmanuel Finkiel, voilà, avec mon père au bout d'un moment, Jean-Louis Bertuccelli. Voilà, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, que c'est des réalisateurs qui m'ont beaucoup nourri, et sûrement qu'inconsciemment je fais des choses qui leur ressemblent, mais j'essaye plutôt de trouver ma petite musique à moi, très humblement. C'est pour ça que chaque fois dans les films de fiction, il y a des trucs très intimes qu'on ne peut pas savoir, mais où je parle vraiment de choses très fortes qui me concernent. Même dans L'Arbre, en fait, d'ailleurs, si tu veux reparler de L'Arbre, c'était lié à un moment de ma vie, même si je ne l'ai pas su au moment où je lançais le projet, mais j'ai perdu mon mari à ce moment-là, donc c'est devenu un film presque autobiographique. Papa, maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Peter, Sors-le de la voiture. Papa, Maman, sors-le de la voiture. Vous l'avez vraiment déraciné à la fin? Ah bah non, L'Arbre, non. Tout ça, c'est des effets spéciaux. C'est très excitant, d'ailleurs, parce que j'ai adoré travailler avec les effets spéciaux dans L'Arbre et aussi beaucoup dans le dernier, dans Darling. Non, après, oui, j'ai essayé d'en faire un personnage, mais c'est dur de dire comment. C'est-à-dire que ça comment tu le traites? Comment tu le trouves, déjà? Parce que c'est comme les objets, ça devient un des personnages centraux du film, cet arbre, et parce que je le filme comme un être humain, en fait. Enfin, comme un être ou comme une chose que j'aime filmer, parce que d'ailleurs, j'aime filmer la nature comme j'aime filmer les objets. D'ailleurs, j'adore chez toi, je pense que je pourrais emporter la moitié des objets. Donc j'ai l'impression qu'il me parle, tous ces objets, comme un arbre me parle, parce qu'il a aussi traverser des siècles, parce que la nature est quelque chose qui me nourrit énormément. Donc je les filme comme je filme d'ailleurs avec plaisir des acteurs. C'est au même niveau pour moi de filmer ces choses-là. Papa? Pourquoi tu fais, par exemple, tu décides de faire ton premier film en Géorgie? Alors parce que j'avais travaillé avec Ottario Celiani, justement. Et c'est un pays dont j'étais totalement tombée amoureuse. J'avais été son assistante sur des films en France. Et après, il m'avait emmenée en Géorgie pour un de ses films qui était génial, qui s'appelait Brigand, chapitre 7. Et donc j'avais passé 8 mois en Géorgie, puis aussi en Russie. Et c'est là-bas que j'avais entendu parler de cette histoire. C'était mon interprète qui m'avait confié qu'elle faisait depuis 3-4 ans déjà des fausses lettres à sa grand-mère pour lui cacher que son fils était mort. Et là, tout d'un coup, j'ai commencé à faire des documentaires. Je dis, mais je peux pas faire un documentaire de cette histoire. C'est un truc trop intime, je vais pas commencer à rentrer dans ce mensonge. Je connais la grand-mère, la fille, la mère. Je dis, et puis en plus, surtout, ça m'inspire de la fiction. საათობით ზიხარ და გარდაცვლილი კაცის მაგივრად წერილებს წერე. თავი გინდა დაიავადყოფო? არა, ბებიაშენის მერიდება იცი? თვალს აღარ უსწორებ. ოთარიც რაღაცნაირ ღამე მესიზმრება უკვე. რამე უნდა გაგრძელდეს ეს ყველაფერი მითხარი? 5 წელი, 10, რამდენი? Mais est-ce que tu comptes attendre encore, c'est une question à la con, hein, mais encore 6 ans pour tourner le prochain, ou tu penses que ce sera plutôt... Je suis un peu lente, mais peut-être que je ferai un documentaire entre-temps. Mais là, il se trouve que j'ai un projet de fiction. Et si tout va bien, je touche beaucoup de bois parce que c'est pas facile. Là, c'est un projet que je dois faire au Canada. C'est encore une adaptation. Donc je verrai. Mais peut-être que ça se tournera assez rapidement. Voilà. J'ai été ravie de te recevoir dans cette émission, vraiment. Longue vie au film, ouais, longue vie à toi et que tout se passe bien. Cette émission est terminée. Nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission. Et en attendant, vous pouvez revoir cette émission sur le site. Salut.